Allez, c'est parti. Donc, après plusieurs années de maturation et de tergiversation, je pense enfin avoir mis le doigt sur ce que je veux vraiment faire dans une vidéo traitant de la façon de pratiquer le cosplay. J'ai l'habitude de rédiger des journaux dans lesquels j'inscris tous mes essais, mes erreurs, mes réussites, mais aussi tout ce qui me passe par la tête quand je conçois le costume. Et pourquoi je fais ça? Eh bien, j'ai toujours été très frustrée quand, auprès de Judging, nous n'avons finalement que quelques minutes pour exposer des semaines de travail. Et cette fois-ci, pour ce costume en particulier, à cause d'un manque de temps, je n'ai pas pris le temps de rédiger le journal de fabrication. C'est donc l'occasion rêvée d'utiliser ce costume pour en faire l'épisode 0 de ce qui pourrait être une série sur la conception et la fabrication des costumes. Je dois le faire assez rapidement afin d'éviter d'oublier ce qui s'est passé, car tout ça s'est déroulé il y a déjà 2 mois. Donc vous n'allez pas voir un tutoriel sur la fabrication d'un costume, ni de vidéo en accéléré qui montre des gestes techniques. Non, vous allez écouter mon histoire. Et je vais vous raconter ce par quoi je suis passée, mes doutes, mes craintes, les frustrations et les réussites que j'ai eues sur ce costume. Et pour cela, nous allons balayer ensemble toutes les photos que j'ai prises durant la conception et la fabrication. Mais pour quelles raisons ai-je entamé ce costume fin mai 2026? Alors, je souhaitais vraiment faire un costume de l'univers de l'Atelier des Sorciers et je suis tombée dans cet univers par le spin-off, La Cuisine des Sorciers. J'apprécie particulièrement les histoires où on suit des personnages qui, à la manière des tranches de vie, nous racontent leurs petits plats dans l'intrication de leur quotidien, comme dans Chacun ses goûts de Matita ou Fermat Kitchen. J'ai aussi adoré regarder les saisons de Food Wars, mais mon coup de cœur reste le manga d'enquête AK13 où on suit un personnage qui va de province en province découvrir des spécialités culinaires, mais s'il s'agit avant tout de déjouer un coup d'État. Donc j'ai découvert La Cuisine des Sorciers, puis le manga principal dans lequel j'ai plongé à partir du moment où ils ont annoncé la sortie de l'édition Grimoire. J'avais initialement pour projet de créer une version de Holojo combinée à un costume traditionnel quimpérois, puisque comme vous pouvez le remarquer, on retrouve les lignes, les motifs, les couleurs typiques de la région Finistère Sud. De plus, il y a énormément de concordance avec des éléments très spécifiques de ces costumes. Par exemple, quand on est un peu plus aisé financièrement, on peut se permettre d'avoir une ceinture en cuir de peau de chameau avec des motifs circulaires qui sont exactement semblables à ceux du personnage. Donc c'est pour ça que je voudrais faire une version entièrement brodée à la main. Mais ça va me prendre un temps fou. Et à la London MCM de mai, j'ai discuté avec d'autres cosplayers de Holojo et un cosplayer de Kiefrey qui avait fait une version mixée avec le costume traditionnel afghan. Et ça m'a conforté dans mon choix de créer des motifs qui seraient semblables aux motifs glazig de la région Bretagne Sud. Et je voudrais vraiment pousser ce concept très loin. Mais ça va prendre un temps conséquent. Ce sont des heures et des heures de broderie qui ne pouvaient être achevées avant la date butoir de Japan Tour Festival, pour laquelle je prévoyais de créer un nouveau costume. En effet, ayant remporté l'édition précédente, je devais être jury. Comme dans beaucoup de concours où la tradition veut que le gagnant de l'an précédent devienne jury à son tour l'année suivante. Quand on est jury d'un concours cosplay qui demande des cosplays faits à 80% à la main, il me semble vraiment important de venir avec un costume qui a été fabriqué pour l'événement à 80% à la main lui aussi. Donc mes domaines de prédilection sont la couture de vêtements traditionnels japonais et la modélisation 3D. J'estime que je dois sortir un costume qui valorise mon savoir-faire et qui montre que je suis légitime dans ce domaine-là en particulier. Donc au mois de mai est paru le tome 5 de l'édition Grimoire, que j'ai dévoré Day One. On y découvre un Koustas plus affirmé, mature, déterminé. Et je ne vais pas vous cacher que sa façon de voir le monde, la société, sa révolte envers le système qui a été mis en place me touche, me parle. À ce moment-là, j'avais très envie d'incarner ce personnage dont je partage les convictions. En plus, il a une magnifique cape, un chapeau extraordinaire et je sentais qu'il était faisable avant la date butoir, sachant qu'on était déjà fin mai. J'ai donc changé mon fusil d'épaule et abandonné l'idée de faire Holojo pour me concentrer à fond sur Koustas, sachant qu'entre le 26 mai où je suis
je me suis décidée, et le 2 juillet où je devais avoir terminé le costume, il y aurait 18 jours durant lesquels je n'étais pas chez moi puisque j'étais en déplacement professionnel. Il a fallu établir un plan de bataille. Bon, là c'est mon 18e costume. J'arrive à peu près maintenant à quantifier le temps de fabrication d'un costume. Il subsiste juste un écueil, les chaussures. Il est impensable de marcher avec les chaussures telles qu'elles sont présentées là. Donc j'ai imaginé un système autour d'une jambe réelle et d'un faux pied à l'intérieur. Et j'ai construit une maquette avec des morceaux de carton, des morceaux de mousse, des chaussures hautes. Mais le système ne me convainquait pas. Et je craignais de passer un temps énorme dessus sans m'assurer de la faisabilité. Donc c'est typiquement un élément qui ne peut être fait que par itération successive, et surtout que j'arrivais pas à déterminer si j'allais devoir le faire en mousse ou si j'allais imprimer certaines pièces en 3D. Donc j'ai décidé de modéliser l'ensemble en proof of concept, mais après un essai infructueux d'impression, j'ai posé l'ensemble dans un coin en me disant que la nuit porterait conseil et qu'à force de réfléchir, petit à petit, au cours des jours, la solution technique d'assemblage viendrait. Donc je me suis reportée sur un élément qui me semblait plus abordable, mais aussi plus long en termes de petites pièces, le chapeau. Alors, pourquoi ai-je commencé par là? Parce que je me suis dit que c'était aussi le genre d'élément de costume dans lequel on peut revenir étape par étape et laisser poser. J'imaginais très fastidieux le fait de couper et de poser toutes les plumes pour ce chapeau. Je prévoyais un temps considérable, mais un temps morcelable, et ce qui me permettait d'éviter de passer des journées complètes sur une même tâche et ainsi de fatiguer et de m'ennuyer. Donc au bout d'un moment, on est moins efficace, moins précis, parce qu'on se consacre à une seule tâche très répétitive. Et je préfère répartir ce genre de tâches en des sessions d'1 heure, 1 heure et demie ou 2 heures par jour. De plus, ça permet de laisser poser. Et quand on revient le lendemain, peut-être que l'on va trouver une technique plus efficace ou un autre geste qui va nous permettre d'aller encore plus vite. Ça, c'est ma méthode de fonctionnement. Mais je trouve que je suis plus efficace si je fais plusieurs éléments du costume en même temps, de front, pour ne pas me gâcher le plaisir. Quand je me heurte à un mur, je m'arrête et je reprends le lendemain car chaque heure compte. Je ne sacrifierai jamais 1 heure de sommeil. Pour rien au monde. Moi, j'ai besoin de dormir. J'ai commencé par un patron en papier épais. Il s'agit de sacs en papier craft qui servent à emballer les courses dans les drives. Une fois décollé et étalé, ça fait un merveilleux papier à patron d'armure en mousse, car c'est un papier qui se tient beaucoup plus que le papier à patron. Il est résistant au flambage. Donc j'ai établi les dimensions du chapeau en prenant en compte une petite marge autour de la tête pour l'épaisseur de la future perruque. Ce qui importait ici, c'était d'avoir les proportions, notamment l'envergure. Le chapeau est un élément iconique. Ce chapeau, il va attirer l'œil. Il faut qu'il soit bien réalisé et qu'on reconnaisse tout de suite Costas. Des bords doivent être exagérément grands puisque c'est prégnant dans l'image générale du personnage. Pour les références, je me suis appuyée sur les chapitres 45, 55, 61, 62, 63, 65, 71 et 72. Donc un petit peu plus loin que le grimoire numéro 5. Parce que je voulais m'assurer que l'évolution du personnage n'allait pas changer certains éléments. Par précaution, j'ai poussé jusqu'au chapitre 83. Ce qui a influencé le choix de lentilles colorées bleu intense. Ceux qui savent. Le lore est primordial pour moi dans la conception du costume. Et si je dois faire des choix, je les ferai à cause du lore. Enfin, ça, c'est ce que je pensais pour ce costume-là. Et on verra que pour le costume suivant, qui n'était pas encore prévu au mois de mai, les choix différents se sont imposés. En effet, pour tous les costumes que j'ai créés jusqu'à présent, l'univers narratif est l'élément central qui me sert de point de départ. Le lore et la personnalité du personnage. Donc j'ai réalisé la structure de ce chapeau en mousse. J'ai reporté le patron sur de la mousse qui sert à séparer les piscines d'extérieur du sol, donc de la mousse 5 mm très souple, qui me permet de limiter la masse, sachant que par-dessus, je vais rajouter beaucoup de choses. Donc j'ai collé les plaques de chapeau avec de la glu, j'ai mis du scotch de peintre pour renforcer les jointures, sachant que de toute manière, l'entièreté de la surface va être recouverte de tissu. Là, on est toujours le même jour, le 26 mai. Je me suis rendu compte assez vite en
posant les essais de plumes que le vert allait se voir au travers. J'ai commencé par mettre de la peinture acrylique blanche avec du gesso sur la mousse pour bien camoufler cette teinte verte. Mais ce n'était pas suffisant. J'ai fini par utiliser un tissu blanc que j'ai collé directement à la glu sur le chapeau, à l'intérieur et à l'extérieur avec des chutes de mes plumes aussi. J'ai commencé par faire des essais de taille de plumes et j'ai fait des patrons en craft pour prévoir la taille des plumes. J'ai comptabilisé le nombre de plumes de chaque taille et j'ai déterminé le nombre de rangs sur le pourtour et sur le cône, sachant que les images du manga sont relativement peu homogènes d'une case à l'autre. Pourtant, il y a des éléments très semblables, notamment au niveau de l'armure, dans le personnage. Par contre, au niveau du chapeau, il y a beaucoup de différences. Et il subit de petites évolutions sur les détails de décoration, la forme des plumes, la largeur même du chapeau. Même au niveau de la tunique, comme on verra un peu plus tard, le nombre et la taille des broderies sur la poitrine diffèrent d'une case à l'autre. L'important est donc de conserver une idée générale. Moi, je suis plutôt de l'école qui dit on ne prend pas une image de référence seulement pour rendre le personnage. On détermine en picorant parmi les cases ce qui va imprégner le lecteur et former un tout pour qui regarde le personnage, ce qui le symbolise au plus proche. Parce qu'au-delà de coller à une image de tout le manga, ce serait en effet plus représentatif de l'ensemble des dessins que l'on a au travers des chapitres. C'est un peu difficile pour moi de me dire je vais faire l'image de couverture du tome 13, alors que à l'intérieur, on n'a jamais le même design. D'une case à l'autre, il va changer. Et au final, c'est le personnage auquel on s'attache. C'est celui qui évolue avec ses inconsistances dans sa façon de s'habiller, sa façon de se positionner, de mettre son pantalon par rapport à sa tunique. Et pour mon usage, comme ce n'est pas un costume qui est destiné à un concours, la ressemblance à l'image de ref n'est pas primordiale. Bon, après on en rediscutera et on en reparlera, mais en manga, je trouve que ce critère de ressemblance à l'image de référence n'est pas un bon critère pour un concours. Autant pour un jeu vidéo, ça s'entend, car vous avez une modélisation 3D et c'est cette modélisation 3D que vous allez suivre tout au long du jeu. Quand bien même vous pourriez changer un élément, un home ou un pistolet ou avoir un autre skin ou avoir la possibilité de garder le même personnage avec la même forme tout au long du jeu. Ainsi, si vous personnalisez votre personnage avec des épaulettes roses d'une image à l'autre, d'une scène à l'autre, votre épaulette rose ne va pas changer. Et si vous décidez maintenant que vous voulez mettre une épaulette bleue, cette épaulette bleue ne va pas changer non plus, quelle que soit votre position. Alors qu'en manga, ou même dans certains animés français, américains, d'une case à l'autre, d'un moment à l'autre, d'une scène à l'autre, du dessin animé, vous pouvez avoir des inconsistances pour une même épaulette. Le personnage ne s'est pas changé, il n'a pas fait un petit détour dans son dressing, c'est la même épaulette. Mais elle n'a plus la même forme, ni le même design, ni la même couleur. On a juste changé de chapitre, on a changé de case, on a changé d'angle. Pour des raisons de dessin, peut-être pour donner plus de volume, pour donner une impression de vitesse ou de représentation, le mangaka, la mangaka, le dessinateur, la dessinatrice, l'animateur, l'animatrice n'a pas positionné l'élément de la même manière. Ces intentions dans l'image servent la narration. Ils étoffent la représentation des sentiments internes du personnage et contribuent à transmettre des idées et des émotions au lecteur ou au spectateur. Les éléments vont donc être transformés, ce qui ne se fait jamais en jeu vidéo. C'est une différence pour moi tellement fondamentale, à mon avis, que ce critère en concours devrait être adapté. On ne devrait pas avoir autant d'importance à l'image de ref lorsque l'on juge un cosplay de manga ou d'animation qu'un film ou un jeu vidéo avec des modélisations 3D derrière, auxquelles on peut se référer. C'est pas très logique de prendre ce critère en considération. Je lance là la discussion, mine de rien, comme ça. Hein. Le lendemain matin, je suis très efficace au niveau de la réflexion. Moi, je suis du matin, pas vraiment du soir. Le soir, je peux faire des tâches répétitives, la couture en ligne droite, le repassage, le collage. Mais le matin, je suis la plus éveillée, la plus capable de faire des calculs, d'avoir de la réflexion sur de la conception et par là même de faire de la modélisation 3D. Donc c'est plutôt le matin que je vais sur l'ordinateur. Il est à peine 8 heures, je démarre SolidWorks et je me lance sur la modélisation des poignards. Situons le contexte. Je n'ai lu pour l'instant que jusqu'au grimoire tome 5. Donc j'ai imaginé
en concordance avec le lore, que ces poignards seraient des porte-plumes et qu'ils permettraient de tremper les plumes dans 6 réservoirs différents avec 6 encres différentes. À ce moment-là de l'histoire, on sait que l'on peut rajouter des éléments comme des sortes d'épices qui vont permettre de modifier les effets du sort tracé. Certaines herbes et composés permettent de rallonger la durée des sorts ou le rendre plus intense mais de manière plus fugace. J'ai supposé qu'il y aurait donc 6 encres différentes disponibles dans les 6 réservoirs qui forment les fourreaux de ces soi-disant poignards et qu'au bout de chaque poignard, il y aurait une plume. En fait, on lira dans les chapitres suivants qu'il s'agit réellement de poignards et pas du tout de porte-plumes. Mais bon, tant pis, dans mon idée, ça devait être des porte-plumes à ce moment-là. Alors, j'ai modélisé de manière à pouvoir y ajouter des plumes de métal plus tard. Évidemment, pour les conventions et pour Japan Tour, j'ai pas fixé de plumes en métal parce que ça serait dangereux déjà, même si la sécurité ne m'a rien demandé, mais par principe, je les ai pas mises. Par contre, si je fais des vidéos ou des photos avec ce costume, ce que je compte faire, c'est rajouter les plumes et je m'en servirai réellement après comme porte-plume pour dessiner les sorts. Donc revenons à notre histoire. Il est 9h du matin, je suis sur SolidWorks en train de dessiner et de modéliser les porte-plumes. Pour cela, auparavant, j'ai fait un croquis, je me suis assurée en reportant ma règle à la fois sur les images de rêve et sur mon corps que j'avais des proportions raisonnables et qui correspondaient à la silhouette générale du personnage. J'ai pris des feuilles A3 et à l'échelle 1 pour 1, donc taille réelle. J'ai tracé les contours en suivant les principes du dessin technique. Les porte-plumes, donc vue de face, vue de côté, et afin d'avoir les volumes. Il faut tenir compte du procédé de fabrication. Ici, le dépôt en couche de matière. Je vais utiliser l'impression 3D, PLA+. Donc, certaines formes sont à éviter. Les porte-à-faux, les angles supérieurs à 50 degrés, les arrondis trop prononcés. Et dès la conception, je fais en sorte que je n'ai pas ces formes qui viendront donc perturber l'œil et le rendre moins crédible. Tout en sachant que je veille aussi à ce que, dans le lore, ça corresponde aux techniques de fabrication qui sont utilisées dans un monde où tout fonctionne avec des systèmes très simples. On sent que la technologie ou la magie a plus ou moins été bannie. En gros, il y a une caste de sachants qui ne voient pas d'un très bon œil que le savoir soit disponible pour tous. Donc pour ça, je rejoins Costas qui n'est pas d'accord et qui voudrait que tout le monde ait accès au savoir de manière équitable. C'est peut-être mon petit côté prof qui veut ça. Donc dans ce monde, il y a de fortes chances que les poignards soient réalisés en métal forgé et découpé, comme le sont les plumes, puisqu'ils ont accès aux méthodes de fabrication pour faire des plumes. J'ai estimé que tout ce qui était disponible pour faire les plumes serait disponible à minima pour faire les poignards. Donc, pour les fourreaux, par contre, j'ai supposé plutôt l'utilisation de bois et j'ai précisé la forme de fourreau en accord avec l'image de rêve, mais aussi en imaginant les procédures de fabrication pour que ce soit faisable en bois par des procédés de tournage, de ponçage et de ciselure. Après avoir passé ma journée à faire ça et à découper des plumes pour mon chapeau, j'ai lancé les premiers tests d'impression avec succès et je me suis attelée à un élément sans défi de conception, la chemise. Pour cela, j'ai utilisé une vieille chemise dans laquelle mes bras ne passent plus. J'ai adapté la forme de manière à pouvoir correspondre au design final. Je me suis posé la question de savoir si elle pouvait s'ouvrir ou pas le long de l'axe central. Puis, je me suis rendu compte que ma tête passait largement par l'ouverture et donc je pouvais l'enfiler. Je n'avais pas besoin de créer de système d'ouverture centrale le long du sternum et j'ai laissé tomber cette idée. Pour moi, c'était beaucoup plus simple de fermer complètement le milieu. Sinon, il aurait fallu que je crée une broderie qui tombe bord à bord, sans espace. Ça dénaturerait sûrement la ligne centrale de la chemise, même si on sent qu'il y a une petite ligne au milieu des deux et que l'axe central est marqué. Et ça allait aussi très bien avec mes contraintes de temps. Donc au niveau du col, j'ai fait des ajustements mineurs en associant les deux parties du col en une. Ça permettra d'avoir un rabat souple et beaucoup plus vivant pour le personnage sur la partie arrière. Il y aura une bordure qui va bien rigidifier l'ensemble, des coins bien pointus et ça rajoutera du mouvement et de la vivacité sur la silhouette au niveau du col. Nous sommes à la fin de la journée du 27 mai. Mon patron est presque bon, je prépare une petite liste de tâches à faire avant de me coucher et je lance une impression.
Je ne vous cache pas que fin mai, il fait assez chaud et donc on arrive sur la période de canicule et imprimer devient compliqué. L'imprimante se trouve dans une armoire fermée dans mon salon et ça crée quand même de la chaleur. En plus, c'est difficile parce que la chaleur ambiante ne va pas permettre le bon refroidissement suffisant pour l'adhérence des lignes. Je n'obtiens pas une très bonne qualité d'impression. Et même si je sais que je vais recouvrir à terme de peinture très épaisse, qui va cacher tous les défauts d'impression, je ne suis pas sereine et je décide de ne pas imprimer tout de suite toutes les pièces et d'attendre la fraîcheur du soir. Le 28 mai, je décide de faire une toile sur un ancien drap afin de vérifier que la chemise me va bien. Je remarque que ça écrase ma poitrine vraiment bien et ça me permet de positionner mes seins suffisamment haut pour éviter l'utilisation d'un binder. Même si le personnage est relativement jeune, on lui donne entre 14 et 16 ans, il doit être assez musclé du haut du corps car il utilise beaucoup ses bras puisqu'il est handicapé à partir des genoux. Il a perdu sa mobilité du bas des jambes. On sait que les gens qui sont en chaise roulante ont des muscles qui se développent activement dans le haut du corps. J'ai décidé donc que mon personnage devait avoir une poitrine musclée et développée. Et donc je vais porter ce costume dans une période très chaude de l'année. Je suis donc très heureuse de ne pas avoir à porter de vêtements compressifs pour cet événement. C'est une chemise sans manches. Je vais avoir les aisselles découvertes et quand il fait chaud, c'est confortable. Je coupe ma toile, ça marche. Je prépare du biais doré et du passepoil doré pour faire les éléments de bordure, mais je ne suis pas très satisfaite de ce doré un peu fort. Je vais partir en quête de passepoil et de biais dorés dans les magasins qui sont autour de chez moi, sans succès. Je vais aussi chez les déstockeurs, Nose, Action, parce que c'est là qu'habituellement je peux trouver de la mercerie pas trop chère. Je tombe sur une bobine de laine de 2 couleurs, rouge et noir, impeccable. Je repère ces petites franges rouges qui iraient parfaitement bien pour faire le décor de mon chapeau. Donc j'ai pu repérer cet élément parce que j'ai exercé mon œil pendant de longues heures. Quand j'ai fait ma recherche de référence à travers le manga, je me suis fait une feuille de route avec tous les éléments dont j'aurais besoin et une grande liste. Dans cette liste, on trouve de manière exhaustive tous les matériaux, leur quantité, leur couleur. Et le mieux, c'est aussi de déterminer lesquels doivent être en concordance les uns entre les autres. Par exemple, quels dorés doivent avoir le même rendu que d'autres dorés? Quels dorés entre eux peuvent différer? On verra aussi que j'ai décidé d'interpréter des reliefs qui ne sont pas forcément évidents et qui auraient pu être faits en peinture ou en broderie. Je peux citer par exemple de rehausser les ombres du chapeau et les broderies avec un ruban de couleur rouge. Ce qui n'est pas une tâche facile au niveau de la prise de décision, parce que le dessin original ne présente qu'un trait noir à la place. Et un trait noir, ça peut être une ombre, ça peut être une bordure, ça peut être une broderie d'une autre couleur, qui vient comme un liseré souligner la forme géométrique. L'image de ref est extrêmement succincte. On y voit seulement des lignes sombres, mais légèrement endommagées. Elles sont discontinues, comme si elles présentaient de l'usure. Ça a l'air d'être des fils qui se sont enlevés, effilochés, et des points qui auraient sauté d'une broderie, au point bourdon par exemple. On devine un relief. Je vais donc appliquer tout ça à mon design de manière à compiler tout ce que je viens de lister. On est sur un ensemble de doré, de rouge, de blanc, de noir. Je vais garder ces tons-là. Je fais des essais de point bourdon, mais en plus du rendu, il y a aussi le procédé à choisir. Est-ce que ça va bien rendre à l'œil? Est-ce que c'est facile à faire? C'est-à-dire, ai-je utilisé un fil qui n'est pas trop dur à manipuler? Vous savez que les fils métalliques, par exemple, ont tendance à s'effilocher et s'ils ne sont pas forcément très aisés à passer dans la machine à coudre ou même dans une aiguille, ils finissent par s'abîmer et on ne peut tirer des aiguillets que d'une trentaine de centimètres maximum, car le frottement contre le chat use le fil et devient inutilisable. Je prends tout ça en considération. Il s'agit d'un choix de design, un choix d'interprétation. Mais je trouve que ça rajoute de la cohérence au costume puisqu'il utilise la couleur rouge comme tous les éléments d'accent et de détail de ce. Ainsi, je vais tailler ma pelote de laine en des tronçons d'environ 35 cm, alternativement en rouge et noir. Je prends le temps de repasser un certain nombre d'entre eux de manière à avoir un petit stock de rouge, un petit stock de noir. Le noir ne servira pas tout de suite, mais ça me permet de le stocker correctement dans mes boîtes de mercerie. Je me rends compte qu'il faudra
aussi que je superpose quelques rangs pour obtenir le volume que je veux pour mon chapeau. Je prépare une quantité de bandes à l'avance, puis je les sélectionnerai en fonction de leur esthétique. Chacune d'entre elles présente de légers problèmes de fabrication et je vais choisir celles qui se complètent harmonieusement ou dont les défauts se compensent mutuellement. Ce repassage va changer un peu la physionomie de ces bandes et me permettre de les regarder différemment pour savoir comment je vais les assembler au mieux sur le chapeau. Je pars sur un système avec une doublure. À ce stade, je ne suis pas très sûre de moi pour les bracelets, notamment le système de fermeture. On verra plus tard que je vais changer plusieurs fois ce système et je ne suis toujours pas, à l'heure d'aujourd'hui, convaincue et satisfaite du résultat. Et il y aurait un élastique à l'intérieur qui viendrait resserrer l'ensemble et le plaquer contre mon poignet, ce qui me permettrait de venir l'enfiler. Le tissu en doublure à l'intérieur doit être un peu plus petit en taille puisque sinon il viendrait plisser. En plus, il est tout doux. J'ai trouvé un blanc très confortable, un petit coton frotté. Bon, on va dire que ça marche. Le lendemain matin, je fais des essais de broderie pour voir ce qui fonctionne à l'œil, ce qui prend bien la lumière. Et je fais plein de tests. Je finis par trouver en fin d'après-midi un rendu qui me convient. Coller des petites bandes de cuir, quand j'avais un rouleau de bandes de cuir beige, et je les colle en faisant des coupes en onglet, de manière à avoir de beaux angles. Ensuite, je viens broder sur ces éléments en relief de cuir un fil blanc brillant qui rappelle un peu la magie. J'ai remarqué que cette technique de broderie avec du cuir recouvert et du fil en relief revient souvent dans de courtes démonstrations et des explications de la part d'autres brodeurs. Donc c'est pour cette raison que je milite pour que les gens partagent leurs whips et leurs techniques au lieu de les considérer comme des trésors cachés. Quand on trouve une technique qui marche ou qu'on fait revivre une technique oubliée, ou même si c'est une technique classique mais que peu de gens connaissent parce qu'il faut avoir le livre ou vivre dans la région d'origine, le fait de la partager au plus grand nombre, de la montrer, va permettre d'ouvrir nos horizons, de penser à plein de solutions techniques différentes pour réaliser un même élément de costume, parce qu'il y a toujours 15 millions de manières de faire pour chaque chose. Pour les losanges donc du chapeau, j'ai essayé plein de façons de faire, du point de chaînette jusqu'au passé plat. Puis j'ai testé des rendus de peinture. Chacun va raconter une histoire différente. Chacun dans le lore ne va pas avoir le même impact. Chacun va apporter aussi une façon d'être du personnage. Certaines sont plus recherchées, certaines témoignent d'un temps que l'on aura passé, une volonté de persévérer, ou peut-être un coût à l'achat plus important. Est-ce que c'est le personnage lui-même qui a fait son costume? Est-ce qu'il en a acheté des éléments? S'il les a achetés, a-t-il les moyens de les payer? Peut-il se permettre d'acheter une broderie aussi coûteuse avec un fil aussi joli? Dans l'histoire antérieure au tome 5, nous savons qu'une partie de son costume lui a été offerte, la cape, par les petites sorcières qui sont les héroïnes de l'atelier des sorciers, et son chapeau. Puis une petite sorcière qui l'a pris sous son aile a l'air d'avoir accès à des éléments un peu plus sophistiqués, un peu plus jolis, un peu plus brillants. Et donc j'ai pensé que ça pourrait être elle qui lui ait offert ces bracelets. Parlons des gants. Ce sont des gants assez ouverts qui ne couvrent pas l'entièreté de la main. Ils me font beaucoup penser aux gants de cyclisme que portent les personnes qui utilisent des fauteuils roulants. Ils ont souvent des gants qui couvrent seulement la paume de la main et pas forcément l'entièreté du dos ou le tout. Ils sont très bien aérés, parfois ils n'ont même pas le bout des doigts et ils sont renforcés en certains endroits. Donc il aurait pu avoir ces gants-là et s'être fait offrir les bracelets par la petite sorcière Violette. Cela justifierait qu'il y aurait des broderies un peu plus brillantes à cet endroit. J'en profite pour réaliser la grande plume du chapeau. J'utilise un tissu en toile très fine et une tige métallique pour la peine de la plume. J'utilise différentes peintures à tissu, acrylique, brillantes, mat, à paillettes, pour obtenir un design qui me plaît recto verso. Je vais sublimer cela avec quelques traits de feutre à alcool, en veillant à ce que le motif soit reconnaissable, que ce soit de près ou de loin. Je veux qu'on devine une plume, mais que ce soit de manière assez explicite une plume fictive. Pour moi, ce ne sont pas forcément de vraies plumes. Dans mon idée, c'est un chapeau qui utilise de fausses plumes. C'est l'idée de vol qui prime, car au départ, il a une cape pour se déplacer, une cape qui vole. Il a une sorte de petite paravoile, comme dans Link Breath of the Wild. C'est un élément qui mime le vol des oiseaux, mais qui n'est pas vraiment issu des oiseaux. C'est un objet artisanal. Pour maintenir la tige centrale, j'ai utilisé du fil transparent. Et pour enrubanner le bas, j'ai pris du ruban satin. Pour optimiser
l'impression, j'ai fait des demi-volumes pour éviter d'avoir des supports. J'ai fait une gorge centrale avec un axe qui va me permettre de mettre un bâton de plastique. Ce sont des bâtons que j'ai dans ma cuisine depuis très longtemps, qui sont censés normalement être utilisés pour faire des sucettes. Le genre de choses que l'on conserve au fond du tiroir, car ça va servir un jour. Et ben voilà, enfin, je vais m'en servir aujourd'hui pour centrer les deux pièces ensemble. Ces tiges assurent à la fois le bon alignement par la forme cylindrique et me permettre d'avoir un support pour coller sur les extrémités les plumes métalliques. Il y a quand même eu un peu de warping aux heures les plus chaudes de la journée. Et avec un stylo 3D, je vais combler ces petits trous avec le même PLA+ que j'utilise et ça va me permettre d'avoir un peu moins de mastic à mettre par la suite. Je badigeonne juste pour la forme, avec du mastic, un peu de ponçage. Bon, je regrette d'avoir passé autant de temps dessus parce que finalement, vu la peinture que j'ai utilisée ensuite, nombre des défauts que j'ai essayé de combler auraient été complètement camouflés dès le début par la peinture. Malgré tout, je m'applique à mettre donc une sous-couche et je fais des essais d'effet bois jusqu'à valider une couleur. Je mets du rouge sous l'endroit où il y aura le doré et ensuite j'applique la peinture. J'ai pris de la peinture à effet. On mélangeait une peinture qui faisait un peu pêche à une peinture à effet un peu nacré, histoire d'avoir ces éléments très brillants qui vont contraster avec le lisse du simili-cuir et la toile noire mate du pantalon. Et donc ça va rendre un aspect brillant, un peu magique et organique en même temps. J'aime beaucoup le fait de rajouter cette texture, même si sur les dessins ça paraît très uni, un peu aquarellé. Je trouve que ça concorde bien avec l'histoire. On voit qu'il y a des nuances dans la couleur, mais ce n'est pas pour autant qu'on devine des motifs spiralés ou en gouttes, avec des reliefs ou avec de la brillance, comme moi j'ai pu en mettre. Ça reste de l'interprétation. Si j'avais dû choisir une essence de bois à représenter, je me serais heurtée à un défi. En effet, les essences de toutes les espèces végétales et animales qui se trouvent dans ce manga sont un peu différentes des nôtres. Et souvent, ce sont des combinaisons. Ce sont des chimères. Elles ont des noms composés qui correspondent à deux espèces que l'on a chez nous et qui ont été fusionnées en une seule. C'est assez étrange parce qu'ils appellent les choses de manière composée alors qu'ils n'ont pas les éléments de base. J'estime que la conception de l'univers est un peu floue, car bien que cela nous aide, nous, en tant que lecteurs, pour distinguer les espèces, je me demande pourquoi ils auraient besoin de créer un mot composé chez eux, sachant que les espèces de base n'existent pas. Mais bon, passons. Une fois tout ça fait, je décide au niveau des lames de ne pas utiliser les mêmes couleurs. J'imagine que les lames diffèrent suivant les effets qui pourraient être appliqués au sort. Ce n'est pas par pur plaisir, puisque de toute manière, ce n'est pas représenté et expliqué nulle part dans le manga. Malheureusement, un peu plus loin, on voit les lames et bon, tant pis. Ensuite, j'ai enroulé des bandes de tissu satiné autour des manches de mon couteau. Je les ai pliées en biais et je les ai roulées rapidement, car elles ne sont pas taillées dans le biais, et je vais les entourer autour de mon poignard, puis ajouter de la patine. Malheureusement, ça ne me satisfait pas complètement, mais plus tard, j'ai trouvé un ruban sergé argenté et blanc qui irait parfaitement bien, et je pense que à terme, je vais ôter l'ancien ruban nacré pour déposer ce ruban sergé brillant, parce que le fait qu'il soit tissé, c'est mieux par rapport à ce que l'on demande au niveau de la fonctionnalité d'un manche. L'accroche, le relief, la bonne tenue, une prise en main sûre, l'absorption de la sueur. Pour un poignard ou un porte-plume, c'est plus logique qu'un tissu lisse et brillant qui fait très artificiel. Donc surtout dans ce genre de manga où la nature est très prégnante. Pour l'armure, je fais des essais avec du cuir que j'ai chez moi et que j'aimerais bien utiliser parce que ça fait très longtemps que je l'ai et j'aimerais bien en faire quelque chose. Je l'avais acheté pour le costume de Hyper Light Drifter en 2019 et j'avais taillé ma jupe dedans. Il me reste encore beaucoup de cette peau. Je fais des essais de peinture directement sur le cuir. C'est un cuir qui n'a pas été nourri depuis très longtemps. Il est raide, gris-beige et très abîmé. Alors ça me va bien qu'il soit abîmé,
puisque sur son armure, à Akoustas, on voit beaucoup de marques d'usure et de frottement. Je fais donc des essais de peinture en beige pour essayer de retrouver un petit peu les teintes attendues. Je ne suis pas complètement convaincue et je me rends compte assez vite qu'il va falloir faire de la couture parce qu'il y a des bordures tout au long de cette armure. Ces bordures sont en surépaisseur. Il y a du relief, comme s'il y avait un passepoil ou une ganse. Ça veut dire qu'il va falloir que je couse ce cuir. Et si je couds le cuir, vu l'épaisseur, ce sera à la main, car il est bien trop épais pour passer dans ma machine à coudre. Et il y en a des mètres et des mètres. Simplement, avec les 2 ceintures, je compte 6 mètres de couture. Ça me prendrait plus d'une journée à la main. Et ce n'est pas possible dans mon rétro-planning. Il faut que je me rabatte sur un tissu que je collerai sur de la mousse ou alors un simili-cuir. Ça tombe bien. J'ai prévu d'aller à Bernay samedi pour retrouver Croche Momo et récupérer la peluche de verre pinceau que j'ai commandée. Je vais en profiter pour aller au magasin qui vend du cuir et du simili-cuir d'occasion et j'espère y trouver ce dont j'ai besoin. Et j'ai de la chance. Il y a exactement la teinte de simili-cuir beige que je recherche. J'en achèterais beaucoup trop, mais là n'est pas le problème. Je reviens sur mes poignets dont le système de fermeture m'agace. Je finis par fixer de petites attaches à jupe, mais je peine à les fermer seule et je ne sais pas si je vais y arriver le jour J. Je m'occupe aussi de la bordure encore des poignets. Par rapport à la référence, j'aimerais quelque chose de plus épais et je finis par enrouler autour d'une corde une 2e corde plus serrée. J'ai alors le diamètre qu'il me faut. Ça va me demander du temps parce que je vais devoir coller chaque torsade et coudre l'ensemble ensuite sur le pourtour du poignet. Mais le rendu me plaît énormément, donc j'y passe 2 soirées en entier. Je reprends mon chapeau. Donc je commence par placer les plumes du bord, puisqu'on voit sur l'image que ce sont celles qui se trouvent le plus en dessous. Je mets une plume sur le chapeau et une plume sous le chapeau pour prendre en sandwich la bordure et qu'on ait l'impression qu'il n'y ait qu'une seule plume et que ça fasse le dessus et le dessous. Je rajoute une tige métallique pour faire la nervure centrale et pour leur donner une forme. C'est une très mauvaise idée parce qu'il n'y a rien qui adhère à cette tige métallique. Elle se désolidarise tout le temps du tissu et tend à séparer les 2 plumes. J'ai utilisé toutes les sortes de colle à ma disposition et tout colle très mal. La veille du départ à Japan Tour, il y avait encore 6 plumes qui se décollaient tout le temps et j'ai fini par les coller à la néoprène, ce qui a été une très grosse erreur puisque ça a laissé des traces jaunâtres sur le tissu. Néanmoins, le temps est horriblement chaud, alors je me lance dans le grand collage de toutes les plumes. Et j'en entreprends d'abord avec de la bombe de colle, ce qui est une très mauvaise idée puisque je n'utilise à ce moment-là pas de protection pour mes voies respiratoires et je vais me retrouver pendant 10 jours ensuite à tousser avec les bronches prises et irritées. Donc protégez-vous, ne faites pas comme moi. On est au 21 juin et je couds mes bordures sur mon petit cône qui viendra coiffer le chapeau. J'utilise le passepoil que j'ai trouvé à Lille pour faire la légère bordure dorée qui se voit à peine sur l'image de ref. On devine juste un reflet. Je finis de coller toutes mes plumes. Ça colle très très vite parce qu'il fait horriblement chaud. Pour la forme et le design des plumes, je me suis fait aider par une copine qui a passé l'après-midi avec moi et qui a remarqué qu'il s'agissait de plumes de rapace. Elles sont arrondies. Elles ne sont pas pointues comme on peut trouver par exemple sur les plumes de pie ou de pigeon. Là, on a bien des plumes très duveteuses. Elles sont très fines, comme les plumes de chouette. Je n'avais même pas remarqué d'ailleurs qu'il y avait des formes de plumes en fonction des grandes espèces de groupes d'animaux. Heureusement qu'elle a mis le doigt, elle, sur ce détail. J'ai retaillé donc toutes mes plumes de manière à avoir quelque chose de plus arrondi et de plus fluffy. J'ai taillé mes plumes dans le même sens du tissu, même si j'ai utilisé plusieurs restants et de coupons de tissu, afin de pouvoir les effilocher facilement entre mes doigts. Et avec un ongle, je gratte la bordure et je viens enlever les premiers petits fils de manière à récupérer la trame et à effilocher le reste. En frottant mes doigts sur le bord, elles vont garder la forme courbée et on voit
qu'elles sont légèrement tordues sur le bord. Et donc ça, c'est juste dû au frottement de mes ongles sur la bordure du tissu. Il n'y a pas de chaleur pour le maintenir en place. On voit les petits coins qui ont été terminés à la main et qui cachent les extrémités des fils élastiques cuivrés. On devine aussi les tubes en dessous et je vais passer un petit coup de papier de verre dessus pour les effilocher encore plus. Pour la fabrication des pompons, je vais utiliser une grosse bobine rouge de coton et je vais faire 200 tours. À la fin, je glisse dans le carton que j'ai utilisé pour retailler et avoir quelque chose de régulier. Pour maintenir les pompons, j'ai utilisé une petite perle de verre que j'avais récupérée dans une foire à tout sur un vieux bracelet. Et pour le capuchon du haut, j'ai pris de la feutrine que j'ai recouverte de peinture à tissu or. Pour les gants, par manque de temps, j'ai utilisé du tissu élastique que j'ai trouvé dans le magasin dont je vous parlais à Bernay tout à l'heure. Il est élastique dans un seul sens. Il a donc fallu que je choisisse le sens dans lequel je voulais que mon tissu soit élastique pour mes gants. J'ai positionné ma main, tracé, coupé, cousu. Il y a des endroits, il y a des petits trous parce que j'ai coupé bien trop près de la couture. Par contre, ce que j'aime vraiment dans ce tissu, et on le voit, c'est qu'il est texturé en forme de losange. Et j'ai trouvé ça parfait parce que ça rappelle le motif de losange et de triangle qu'il y a un petit peu partout sur le costume. C'est un rappel heureux. Le petit verre pinceau, il est trop mignon. Voilà, il me plaît toujours autant. Même s'il a l'air de tomber un petit peu comme ça, le chapeau, il s'ajuste parfaitement quand moi je le porte et que j'ajuste bien mes cheveux sous la perruque. J'ai enfilé mes gants sur mon mannequin, mais j'ai pas encore trouvé comment les attacher correctement. Pour l'instant, j'ai mis un petit point de couture d'un côté et rien de l'autre, de manière à ce qu'il soit beaucoup plus facile à enfiler. Je pense qu'à terme, j'ajouterai un bouton pression. Ce que j'aime beaucoup dans ces gants, c'est qu'ils ne sont pas du tout chauds. Je n'ai pas transpiré dedans et ils sont agréables. On est le 22 juin et je n'ai toujours pas fait le dessous du chapeau. Je me coince entre deux chaises sur un coussin et je vais positionner toutes mes plumes que j'ai découpées au fur et à mesure dans des restants de tissu blanc. C'est pourquoi elles diffèrent un petit peu en texture. J'utilise de la glu liquide, la grosse glu translucide. Habituellement, elle met un temps infini à sécher, mais aujourd'hui, ce n'est pas un problème, il fait encore très très chaud. J'avais fait des essais en hiver avec cette colle et il fallait 3 jours de séchage pour des mèches de perruque. Donc là, j'ai mis de la glu de manière assez abondante sur tout le chapeau, c'était même trempé. J'ai placé mes plumes en quinconce tout autour, je les disposais petit à petit. Comme il faisait chaud, je buvais beaucoup d'eau à cause de la canicule. Et j'allais beaucoup donc aux toilettes. Et à chaque fois que j'allais aux toilettes, je laissais mon chapeau dehors. Et le temps que je revienne, environ 1 minute et demie plus tard, il était totalement sec. Donc j'ai pu recouvrir la totalité de mon chapeau. Et pour l'intérieur, j'ai collé quelques plumes. Mais je n'ai pas été jusqu'au fond du chapeau. C'est pas très très beau, mais je tempère mes envies de perfection. Ce costume est destiné aux photos, pas au concours. J'ai coupé mon pantalon en début d'après-midi. J'utilise presque toujours le même modèle de patron de pantalon qui est un Burda de juin 2015 et qui me va parfaitement au niveau de la morphologie. En plus, ce pantalon a des pinces et je peux l'adapter de manière à faire une taille élastique. Il me fallait ici quelque chose de large et de bouffant, donc j'ai coupé dans la taille la plus large disponible sur le patron du 48. Très très large par rapport à la mienne, mais j'ai utilisé ce surplus pour rendre le bouffon du vêtement. J'ai fait des essais de taille pour que ça passe le talon, parce que l'endroit le plus large pour l'enfilage, c'est au niveau du coup de pied et du talon. Donc c'est la première fois, et la seule pour l'instant, où je mets un logo à l'arrière de mon pantalon. J'ai utilisé une bande avec mon logo que j'ai placé à l'endroit où on met les étiquettes de pantalon pour reconnaître l'arrière de l'avant au moment de l'enfilage. Parce qu'il est noir, il n'y a pas vraiment de différence entre le devant et l'arrière. Et avec le bouffant, c'est très difficile de reconnaître tout de suite. J'ai fait ces bandes au mois de janvier parce que je voulais le faire sur mon costume de décou
médiévale. Et à l'époque, je trouvais ça un peu pédant. Je me suis dit que si on regardait à l'intérieur de mes vêtements, ça ferait un peu prétentieux de voir une étiquette marquée Luminero. J'avais discuté à ce moment-là avec d'autres cosplayers qui ont l'habitude d'ajouter ces étiquettes avec leur nom dessus. Mais dans leur cas, c'est plutôt pour prouver qu'ils l'ont fait à la main eux-mêmes et aussi s'ils vendent après le costume. Moi, j'ai pas l'habitude de vendre mes costumes. Je suis assez contente de mon pantalon. Je laisse ça poser toute la nuit. Je me couche tôt et je suis trop bien dans ce pantalon. Pour l'été, ça va être parfait. Franchement, c'est le meilleur costume pour l'été. Pour une fois que je fais un costume en adéquation avec la saison, c'est génial. Je reviens un petit peu sur ma chemise en fin d'après-midi une fois que mon pantalon est terminé. Je laisse le livre, l'artbook à côté qui me sert comme image de rêve constante pour toujours l'avoir sur les yeux. Je préfère vraiment avoir les images de référence imprimées, notamment pour les couleurs, plutôt que sur un écran d'ordinateur ou celui d'un téléphone portable, parce qu'il y a toujours un filtre qui vient se mettre sur ces écrans à cause des pré-réglages que l'on fait pour nous. J'appose ma toile sur le tissu. On voit que l'empiècement du dos est plus petit que la pièce du bas du dos parce qu'il y a des fronces au niveau des omoplates, ce qui me permet d'avoir de l'aisance dans les mouvements. Même si par-dessus, il va y avoir l'armure qui va restreindre un petit peu tout ça, ça améliore le confort. Et le lendemain, je fais la couture des fronces parce qu'il y a une palanquée de fronces. Je les fais à l'aiguille et à la demi-mesure, c'est-à-dire que à chaque fois, je compte la moitié, je pose une épingle, la moitié de la moitié, puis la moitié de la moitié de la moitié, etc. Et en mettant une épingle à chaque fois. Ça me permet d'avoir des fronces régulières. Alors, il existe d'autres méthodes, comme les fils de fronce, coup des lignes à la machine, et ensuite on vient tirer les points de manière à avoir des fronces qui sont aussi régulièrement espacées que la longueur des points de la machine. J'essaye plein de systèmes pour voir comment je peux faire ma bande centrale et j'ai du mal à trouver un système qui me convienne. Je finis par mettre un billet doré que j'avais fabriqué il y a longtemps et je viens le coller tout autour de ma feutrine. Je me lance dans la découpe de la broderie. J'avais prévu au départ, comme je vous l'ai dit plus tôt, de couper avec un 1,5 cm d'écart et de rabattre sur l'arrière. Mais ça marche vraiment pas bien parce que la broderie est très épaisse et que le fil qui m'a servi à broder est épais et il va faire une boursouflure tout en dessous. Donc je vais finir par coudre en appliqué cette marge à 0,5. Donc j'ai fait une piqûre de chaque côté avec un point spécial de ma machine qui ressemble un peu à des épis de blé. Parce que sur l'image de référence, il y a des épis de blé. Voilà, c'est juste une association d'idées. J'ai trouvé le point d'épine sur ma machine, j'ai refait la même chose sur ma couture. Et j'ai rejoint le col aussi avec cette bordure. J'ai pu faire tout le pourtour. Maintenant, je commence à m'atteler à la conception de l'armure. Et ça, c'est compliqué. Alors, pour bien m'imprégner du mouvement et de la forme des différents éléments, je repars du manga. Je vais redessiner à côté sur une feuille les éléments en séparant ce qui appartient à l'armure, à la tunique et à la cape, de manière à appréhender les volumes et à les intégrer à mon esprit. Je détermine aussi les formes de la cape. Est-ce que ça va être un demi-cercle, 3/4 de cercle, un cercle entier? Pour l'armure, je note les articulations entre les différentes pièces, leur superposition, les limites, les endroits recouverts sur le corps, jusqu'où ça va. Et en cela, dans toutes les images où elle apparaît, je détermine les parties qui suivent le corps de celles qui glissent sur le corps. Comment elles vont se déformer en fonction de la courbure du personnage, comment ça va jouer sur son dos, à quel endroit les pièces sont liées et à quel moment les pièces viennent se recouvrir et de combien elles peuvent se recouvrir en fonction de l'aisance du mouvement. J'ai essayé tout un tas de systèmes de sangles à l'arrière avec des patrons en papier pour comprendre comment ça s'agençait et comment ça pouvait bouger et s'articuler. Pour prévoir aussi la mobilité qu'elle permettait ou non pour le personnage, sachant qu'il s'agit d'un harnais qui retient sa cape, qui elle-même a le pouvoir de voler. Il faut que ce soit solide, mais que ça permette le mouvement du bas du corps et des hanches pour l'articulation et l'orientation du vol. Forcément, ce sera donc en deux parties. Une partie basse
et une partie haute qui retient les épaules et la cape. J'ai laissé poser ça un temps parce que là j'avais déjà fait 2 essais différents de système et ça marchait toujours pas. Je comprends pas comment ça marche. Donc je suis passée sur les ceintures et les poignards parce que ça s'était débloqué dans ma tête et je voyais vraiment bien le mode de fabrication. J'ai fait un patron en papier, très rapidement j'ai découpé les ceintures. Le poids des poignards et leur forme conique vont venir les bloquer de manière simple à l'intérieur des passants. Il n'y aura pas besoin d'un système de serrage supplémentaire. Et ici, la résistance provient uniquement de la forme de l'objet. On va parvenir à l'immobiliser en créant suffisamment de friction. Il faut que ça tombe sur les hanches. Et j'ai donc laissé 30 cm à peu près de marge pour régler la taille de la ceinture. J'aurai ensuite la possibilité de resserrer les ceintures si je prête le costume à quelqu'un. Ensuite, je suis passée à la perruque. J'ai récupéré ma vieille perruque de Kiss de Voltron parce qu'il a une sorte de mulet à l'arrière et ça me permet déjà d'avoir une base. Ce sont 2 perruques assemblées avec un toupet un peu plus grand que j'avais avancé sur le devant de la tête. J'ai essayé de faire des boucles et de donner une forme à ma perruque sans beaucoup de succès. Et j'ai un peu laissé tomber parce qu'on était très peu de temps avant de partir et je me suis dit que ça irait bien. Alors pour me rassurer, j'ai fait des essais avec le chapeau pour voir ce que ça donnait. Et ça marche. Là on est au 28 juin au soir et il me reste à réaliser la cape et l'armure. Au pire, je me retrouve avec une des versions de Koustas dans les images de l'artbook et quelque part, je peux me dire que j'ai au moins une version terminée. Et même si je n'arrive pas à finaliser l'armure, je peux partir à Japan Tour. Comme ça, c'est une version qui existe en soi. Il manque quand même à finaliser un des gants. Et le lendemain, je finis donc le 2e gant avec la même méthode, comme j'ai déjà fait une fois. Ça va beaucoup plus vite. Je me retrouve en fin de matinée avec mes gants terminés et là je cherche à nouveau une méthode pour réaliser mon armure afin de placer la cape et savoir aussi la manière dont elle se glisse dans les plaques d'armure. Donc je vais utiliser une nappe qui va me permettre de prendre la place du tissu définitif et je définis aussi qu'à l'arrière on a une plaque qui vient recouvrir la cape et qui se finit, suivant les cases du manga, soit par un triangle, soit par un pompon, soit par un losange. Donc je pars sur le pompon parce que je trouve ça plus joli et j'essaye donc d'agencer à la fois une sorte d'armure pour le haut qui pourrait ressembler à une sorte de gilet sans manches et qui viendrait faire le harnais de support et la plaque intérieure de la cape. J'essaye sur le mannequin, ça marche pas. Je laisse tomber pour pas perdre de temps puisque maintenant chaque minute compte. Je vais utiliser ma fin de soirée pour faire un schéma à l'échelle du dessin de la cape, c'est-à-dire le glyphe qui permet de voler. Ce qui m'intéresse surtout, ce sont les dimensions des triangles et l'espacement en degrés, parce que je vais devoir les coudre en appliqué, et ça c'est quelque chose qui va normalement se faire assez rapidement. Pour cela, mon dessin à l'échelle est placé de manière proportionnée entre les différents éléments du glyphe. Ensuite, sur le dessin, je note les mesures, ce qui me permet de tailler mon cercle, parce que j'ai déterminé qu'il s'agit d'un cercle fendu. Et il va me permettre aussi de tracer mes triangles. Ce sont des triangles isocèles. Je vais les coudre directement sur la double gaze. J'ai trouvé une sorte de grand plaid à nose, c'est de la quadruple gaze, qui est composée donc de 4 couches reliées entre elles par des points espacés environ tous les 12 cm. Je consacre une grande partie de mon temps à découper les couches de tissu en coupant les fils à l'intérieur, sur toute la surface, soit environ 4 mètres carrés. Comme ça, j'obtiens 4 pièces de chaque côté. Ça va me permettre de coudre les appliqués au point bourdon et ensuite de rejoindre les 2 parties de tissu afin de cacher les coutures qui seront prises en sandwich entre les 2. Donc je fais des essais de point bourdon pour régler la tension de la machine et vérifier que j'ai bien le coup de main parce que le tissu est vraiment très fin. Je ne suis pas très sûre de la vitesse d'entraînement sur le pied de biche et je ne suis pas non plus sûre de l'écartement du fil, de la largeur du point. Quand on fait une couture, il faut tout régler. Il faut régler la longueur du point, la largeur, la tension en fonction du tissu. Et là, même si la tension je trouve assez vite, j'ai encore du mal, mais plus pour des questions d'esthétique, à trouver la largeur du point. Je coupe mes triangles et je viens les appliquer une fois le sort tracé. Pour cela, j'utilise un feutre indélébile noir très épais.
Au départ, je voulais broder avec une laine que j'avais achetée, mais le temps me manque et là j'ai préféré prendre un rapporteur et tracer tous les, alors je sais plus, 12, 20 ou 22 degrés, quelque chose comme ça, les lignes de manière à positionner les triangles entre elles. C'était très difficile d'être régulier sur cette étape. Pour le bord de la cape et afin de bien tout maintenir, j'ai réalisé une grande surpiqûre avec des points décoratifs de la machine à coudre. Et ce point décoratif, je l'ai repris partout, sur les ceintures, les bandes de cheville du pantalon, les bordures de la chemise aussi. Et en général, quand je choisis un point décoratif dans un costume, je m'y tiens et je le décline sur tous les éléments du costume. C'est le même point, afin de maintenir une cohérence, comme si ça avait été fait par le même artisan. 1er juillet, et j'ai une illumination. Je comprends enfin comment faire l'armure et comment elle est construite. Je refais un énième patron en craft. Je pense qu'on est au 4e ou au 5e à ce niveau-là, parce que les pièces sont quand même très grandes. Et je les place sur mon simili-cuir avant de les découper. Pour obtenir le joli bord arrondi, ce que je fais, c'est que je place une cordelette de chanvre à l'intérieur de l'ourlet et je forme l'ourlet en plaquant et en retournant vers l'intérieur. Je mets de la colle néoprène tout le long et il y a beaucoup de métrage, de bordure. Là, j'effectue une surpiqûre tout au long de cette cordelette afin de bien rendre le volume. Ce ne sont pas les finitions les plus jolies que j'ai fait de ma vie. J'aurais bien aimé avoir le temps de faire une doublure parce qu'il y a des endroits où ça se voit un peu trop, notamment au niveau des épaules. Mais ça voudrait dire dans ce cas-là qu'il faudrait faire en double toutes les pièces d'armure que j'ai déjà réalisées, effectuer aussi l'ourlet et ensuite lier les pièces entre elles. Donc je n'ai pris le temps de faire cela que pour les épaulettes parce que ça se voyait vraiment et c'était disgracieux même pour les personnes qui étaient juste en face. Comme j'ai utilisé du tissu noir, ça fait comme si c'était une ombre. Les boucles sont faites avec des boucles de sandales que j'ai trouvées très peu chères dans un magasin de liquidation avec des boucles mais parfaitement adaptées à mes besoins. C'est du métal, un peu cuivré, et elles avaient exactement la bonne forme, la bonne taille. Et j'ai préparé des bandes de simili-cuir d'1 pouce à peu près de large pour faire les boucles et venir les poser ensuite au bon endroit. Donc je l'ai essayé sur moi pour positionner le bon emplacement et avec des épingles, j'ai percé donc le simili-cuir pour être sûr d'avoir quelque chose de bien tendu sur ma poitrine. Alors sur mon armure, il y avait quand même tout le triangle à l'arrière qui était pas très joli parce que le rabat s'était fait dans la forme du tissu. Le simili-cuir devait se tordre à la fois dans ce sens-là et prendre une forme autour de mon épaule courbe dans l'autre sens. Donc il y avait 2 sens de courbure et ça se voyait au niveau de l'ourlet. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un détail qui n'existe pas sur l'image, mais qui reste un peu dans l'esprit. J'ai fait une sorte de point décoratif, point de chausson en forme de petit triangle, donc toujours parce qu'il y a des motifs de triangle dans le costume, sur le côté, et ça vient plaquer cet ourlet qui avait tendance à se déformer et à faire des facettes au lieu d'être une courbe continue.